Et ça y est, les chars Abrams promis par les États-Unis vont partir ce week-end. Ils prennent le chemin de l'Ukraine. Ça va prendre beaucoup de temps. Des missiles allemands Taurus. Des bonnes nouvelles, enfin, qui ne masquent pas un constat. Ces armes arriveront bien après l'été. Et ça, évidemment, c'est très important. On en discute dans un instant après les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Les Ukrainiens vont donc recevoir des chars Abrams. Oui, c'est une information de Doug Bush, le chef de l'acquisition de l'armée américaine. Le premier lot de chars Abrams américains sera expédié ce week-end et arrivera en Ukraine au début de l'automne, fin septembre, début octobre donc. Quasiment 2 mois de transport, cela peut paraître long, mais c'est toute une logistique qui doit se mettre en place. Doug Bush explique. Maintenant, ils doivent arriver en Europe, puis en Ukraine, avec tout ce qui va avec. Au passage, on a donc la confirmation qu'ils arrivent bien des États-Unis et non pas des bases américaines en Europe, parce qu'ils ont dû être révisés, réparés et validés pour l'expédition. On ne sait pas exactement combien de chars vont effectuer ce premier voyage. Rappelons en tout cas que les États-Unis ont promis en janvier 31 Abrams. C'est le plus gros apport pour un seul et même pays. Et ces chars n'arriveront pas seuls. Munitions, pièces détachées, stock de carburant, matériel de réparation. Donc vous savez, explique Doug Bush, ce ne sont pas seulement les réservoirs, c'est le package complet qui va avec. Selon nos informations, certains équipements sensibles ont été remplacés pour éviter que les Russes ne capturent certaines technologies s'ils viennent à mettre la main sur des Abrams. Certains chars sont déjà en Europe. On avait aperçu des chars Abrams dans le port de Rotterdam en janvier, mais leur voyage s'est arrêté en Allemagne où la formation des équipages ukrainiens a commencé en mai. Elle aura donc duré environ 6 mois, ce qui est conforme à ce qu'on estimait. Est-ce que ces Abrams peuvent changer la donne sur le terrain ? Eh bien, pour y répondre, faisons un point technique. Les Américains ont choisi d'envoyer ce modèle sur le champ de bataille, le Abrams M1A1, un char lourd qui pèse 56 tonnes, à peu près comme les modèles de chars Léopard que l'Ukraine possède déjà. Et il a plusieurs atouts. En termes de puissance de feu, il peut embarquer 40 obus de 120 mm et il est équipé de 3 mitrailleuses lourdes. En termes de mobilité, il peut rouler à 66 km/h sur route, 48 en tout terrain. Et surtout, il peut tirer en roulant jusqu'à 15 km/h, ce qui le rend très agile sur le terrain et donc plus difficile à cibler. Pour ce qui est de la protection, il est très résistant avec son blindage composite. L'infanterie est donc bien protégée à l'intérieur. Prix unitaire, 5,3 millions de dollars. Et pour Mark Milley, le chef d'état-major américain, c'est ce qui se fait de mieux. Écoutez-le. You know, I'm biased, but I think the M1 tank is the best tank in the world. I do think the M1 tank, when it is delivered, will make a difference. Now, you would have to make sure that your tanks are used in combined arms with mechanized infantry, artillery. There is no silver bullet in this case, but I do think the M1 tank, when it's delivered and it reaches its operational capability, that it will be very effective on the battlefield. Alors concrètement, en quoi peuvent-ils être efficaces ? D'abord, 31 chars, c'est l'équivalent d'un petit bataillon blindé. Ils intégreront visiblement une brigade déjà positionnée en Ukraine, peut-être pour remplacer d'autres chars détruits. Et ils serviront lors d'une offensive localisée à percer les défenses ennemies. Les chars lourds seront en première ligne pour ouvrir la voie, détruire les véhicules ennemis ou traverser des obstacles, typiquement des tranchées ou des rangées de barbelés, et ils seront appuyés à l'arrière par l'infanterie et l'artillerie. Le tout permettra de créer des passages pour faire avancer les positions ukrainiennes. Sauf que, livraison à l'automne rime avec saison des pluies et la boue qui va avec. On sait que ce moment est le plus difficile de l'année pour les chars. Les Américains livrent donc peut-être ces Abrams trop tard. Je vous laisserai en débattre. Alors, on va en débattre. En effet, est-ce que les Ukrainiens pourraient aussi recevoir des missiles allemands, Taurus ? Effectivement, selon le magazine allemand Der Spiegel, un membre du SPD allemand, le parti du chancelier, appelle le gouvernement à livrer des missiles à longue portée Taurus à l'Ukraine. Berlin n'a pas encore commenté. Ce missile, le voici, c'est un missile de croisière air-sol. Cela veut dire qu'il est lancé depuis un avion de chasse, porté jusqu'à 500 km, vitesse maximale 800 km/h. Il peut transporter une charge explosive de 480 kg, de quoi détruire un gros blindage ou des constructions en béton. Et sa précision se fait au mètre près. Il est à peu près comparable aux missiles Storm Shadows britanniques et aux Scalp français que Kiev a déjà.
Officiellement, leur portée est de 250 km, mais dans certaines conditions, ils pourraient atteindre des cibles à 400 km. Ce que l'on comprend donc, c'est qu'avec les 500 km du Taurus, les Ukrainiens pourraient aller encore plus loin. Et regardez cette carte, on voit effectivement que depuis la ligne de front, cette distance nous amène jusqu'en Crimée qui se trouve ici et théoriquement aussi sur le sol russe. Peut-on parler de ligne rouge prête à être franchie avec ces missiles à très longue portée? Eh bien, pas vraiment, parce que jusqu'à présent, les Storm Shadows et les Scalp n'ont jamais servi à frapper le territoire russe, conformément aux demandes des Occidentaux. Alors, missiles air-sol, on pense évidemment aux avions. Où est-ce qu'on en est des F-16 pour les Ukrainiens? Eh bien, en dernière nouvelle, des avions de combat F-16 devraient arriver en Ukraine à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Cette annonce, c'est John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité américain, qui l'a faite il y a quelques jours. Rappelons le casse-tête que sont ces discussions autour des F-16 depuis le début. Volodymyr Zelensky en réclame depuis plus d'un an. Une coalition de 11 pays qui en possèdent. Le Danemark et les Pays-Bas en premier lieu se disent prêts à les livrer à l'Ukraine. Mais ce sont des avions de fabrication américaine et l'administration Biden doit formellement approuver la réexportation vers l'Ukraine. Or, cela prend beaucoup de temps en raison des hésitations de Washington. Rappelons que Joe Biden avait donné le go, puis son administration a freiné. L'autre casse-tête, c'est la formation des pilotes ukrainiens. Les Américains doivent également approuver et fournir le matériel nécessaire, des manuels d'instruction, des simulateurs de vol ou encore des pièces de rechange. Les pays de la coalition espèrent commencer la formation d'ici la fin du mois d'août, dans quelques jours donc. Et selon le niveau d'instruction des équipages, elle pourrait durer jusqu'à 6 mois. Bref, ce n'est pas encore fait. Or, les Ukrainiens disent qu'ils en ont plus que jamais besoin pour leur contre-offensive. Écoutez Mikhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne. Il était ce matin sur notre antenne. Безумовно, Росія має певне домінування за рахунок тактичної авіації на полі бою. Територію України, ще раз скажу, а на територію, там, де йдуть активні бойові дії. Безумовно, можна скомпенсувати це тільки двома кроками. Перший – це отримати винищувачі-перехоплювачі F-16 в достатній кількості, а це 40, 50, 60 машин, для того, щоб дійсно позбавити Росію домінування. Є другий елемент – це суттєве збільшення систем протиракетної, протиповітряної оборони. Так, в цілому. Тому або F-16, або додаткові там системи, суттєва кількість систем протиповітряної оборони. Це 10-12 систем. Tout dernier point, Emmanuel, alors qu'il y a quelques jours, Washington annonçait une nouvelle aide de 200 millions de dollars pour l'Ukraine, et bien pour la première fois, un sondage CNN montre que le soutien de l'opinion publique américaine s'effrite. Plus de la moitié des personnes interrogées, 55%, estiment que le Congrès américain ne devrait pas autoriser de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Et désormais, on le voit, 45% seulement sont favorables. Merci beaucoup, Justine. On reviendra sur ce dernier point qui est important parce que qui dit aide occidentale dit soutien de l'opinion publique. Ça va généralement avec dans les grandes démocraties. Mais revenons sur l'aspect purement militaire dans un premier temps, Jean-Dominique Merchet. 31 Abrams, certains diront, certes ce sont des chars efficaces, mais ce sont peu de chars et qui plus est, ils arriveront très tard, à l'automne. Et je ne parle pas des F-16 ou du reste. Trop tard, évidemment. Trop tard. Tout va finir par être livré aux Ukrainiens, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois assez peu à l'évolution de l'opinion publique là-dessus. Il y a des sondages très contradictoires, là, il y a un sondage qui dit ça, mais bon, globalement, on ne voit pas de... Et puis surtout, on ne voit pas l'administration américaine changer pour l'instant, en tout cas avant les élections. Novembre 2024. Ouais. 2024, mais le président rentrera en fonction qu'en janvier 2025. En janvier 2025, donc on a encore toute l'année 2024 devant nous. Non, ce qui se dessine, c'est que l'offensive, c'est que l'armée ukrainienne ne sera pas prête techniquement, militairement, avant au mieux l'hiver prochain. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait des opérations en hiver sur un sol gelé, c'est même assez courant dans cette région du monde, hein. C'est pas du tout impossible. Donc effectivement, ça prend du retard. Parce que les Occidentaux ont eu beaucoup de réticence à livrer ces matériels qui sont des matériels réellement sophistiqués. C'est comme le disait
Justine, il est tout à fait probable que les Américains aient retiré un certain nombre d'équipements électroniques de leurs chars parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils tombent éventuellement de les mains des Russes. Qu'est-ce qui fait la différence principalement entre les chars occidentaux et les chars russes? C'est ce qu'on appelle l'optronique, c'est-à-dire la capacité à regarder et à comprendre ce qu'on voit à longue distance, et la conduite de tir, c'est-à-dire, voilà, c'est ça qui fait la différence. Plus un blindage supérieur. Les chars occidentaux protègent mieux leurs équipages que les chars de fabrication russe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les détruire, mais ça veut dire que quand on les touche, l'équipage survit, ce qui n'est pas forcément le cas dans les chars de fabrication russe. Donc effectivement, il y a des systèmes très sophistiqués de conduite de tir qui augmentent la portée utile des chars. On considère généralement que les chars occidentaux mettent 1 kilomètre de portée supplémentaire que leurs adversaires ou leurs ennemis russes. Donc effectivement, ça peut changer la donne, mais tout ce matériel, les missiles Taurus allemands, qui sont évidemment des missiles extrêmement performants, comme les Scalp, Storm Shadow, c'est en gros la même chose. Et les F-16, ben voilà, une fois que les Ukrainiens auront ça, là, ils seront en situation de faire. Mais pour l'instant, ils ne les ont pas ou pas assez. Alors, pour l'instant, en tout cas, la technologie occidentale, le courage ukrainien ont permis de défendre, mais pas de réaliser cette percée, alors que l'on attendait peut-être avec une impatience naïve. Alors, là, je vais peut-être sonner un peu différemment. En ce qui concerne les Abrams, ils n'arrivent pas trop tard, ils arrivent trop tôt. Retour sur les faits. Enfin, le problème, c'est tous les autres chars, les chars surtout européens, surtout les Léopards, qui sont arrivés trop tard. Le problème, c'est plutôt ça. Trop tard et dans des quantités insuffisantes. En ce qui concerne les Abrams en soi, juste pour vous rappeler, il y a eu une très grande réticence de pays européens et surtout de l'Allemagne de livrer les chars, qui a été finalement ébréchée en quelque sorte par la France, qui a livré une sorte de petits chars mobiles, mais qui peuvent être considérés pas comme des chars tout à fait, les MX-10, c'est ça ? Les AMX-10, ouais. Voilà. Et ensuite, il a fallu que les États-Unis s'engagent à livrer des Abrams pour pousser l'Allemagne à donner le feu vert pour la livraison des Léopards. Alors, pourquoi ils arrivent trop tôt là Non, mais sauf que pourquoi La formulation m'étonne dans votre bouche. Mais c'est juste le rappel. Sauf qu'il n'a jamais été prévu à ce que les Abrams fassent une sorte de base de l'armée ukrainienne pour un certain nombre de raisons, parce qu'on sait que ce sont des très bons chars, mais qui sont très compliqués dans leur maintenance, qui nécessitent toute une infrastructure de maintenance, un flux vraiment important de pièces de recharge. En plus, ils sont très énergivores, ils ont besoin d'un carburant particulier dont ils consomment énormément. Bref, ce n'était pas tout simplement pas raisonnable d'utiliser les Abrams, même s'ils sont des très bons chars. Dès le début, le consensus, c'est qu'il fallait un modèle de chars qui sont produits en nombre, qui sont disponibles et qu'on sait réparer en Europe, donc les Léopards. Mais le problème, c'est que les Léopards n'arrivaient pas. Donc les États-Unis, pour forcer la main de l'Allemagne, ont quelque part accepté le chantage de l'Allemagne, qui a dit qu'elle n'allait rien livrer si les États-Unis ne s'engagent pas dans la même voie. Donc en ce qui concerne les Abrams, qui devaient, si ma mémoire est bonne, devaient être initialement livrés début 2024, là finalement ils sont livrés beaucoup plus tôt. Donc excellente nouvelle. Maintenant, pour le reste, en effet, il y a des problèmes. Là, nous sommes sur ce plateau, j'ai l'impression de vivre un déjà-vu de l'été 2022, où quand il était question de l'artillerie des canons. Oui. Il y avait fin printemps 2022, il y avait déjà un consensus sur l'aide, sur la livraison des canons, de l'artillerie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a appris en été 2022 ? C'est que ce qui est arrivé n'était pas suffisant en quantité, et quoi qu'il arrive, il n'y avait pas assez de munitions. Là, on est dans une situation à peu près similaire, mais concernant d'autres types d'armes. Après, je suis d'accord avec Jean-Dominique que tout finira par être livré et en quantité nécessaire. Et même, je trouve que c'est une excellente nouvelle quand même que les Abrams, même en cette quantité, arrivent en Ukraine, parce que le plus important, c'est quand même le premier pas, parce que même pour ces 30 Abrams, on sera obligé de créer une sorte d'infrastructure autour de ce char.
chars, ce qui veut dire que potentiellement, après, on pourra tout simplement augmenter les livraisons. Une fois qu'on a les équipages compétents et une fois qu'on a l'infrastructure. Donc c'est une bonne chose, mais ça arrive quand ça arrive. Juste pour signaler quelque chose d'important. La Pologne s'équipe également de chars Abrams. Il y a très peu de pays européens qui ont des chars Abrams. C'était ça le monde le a des problème. Léopards à peu près. Et les Polonais ont acheté des chars Abrams américains. Donc ça veut dire qu'ils vont certainement en partie intégrer assez rapidement la maintenance et la formation de leurs équipages. Et on rappelle qu'ils doublent leur budget militaire et qu'ils veulent devenir la plus grande armée d'Europe. Donc c'est pas étonnant. Philomène Remy. Moi j'ai une question à Jean-Dominique Marchais d'abord. Je voudrais savoir quelle est la résistance de ces chars par rapport aux mines. Alors, aucun char ne résiste à une mine anti-char qui va détruire ses chenilles. Donc le char, une fois que sa chenille est détruite, il s'arrête, il ne peut plus bouger. Sauf que les caisses des chars occidentaux résistent aux mines. Et donc, les équipages sont secoués, très secoués même, mais en général, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent vivants. Et il suffit ensuite d'envoyer, il suffit, façon de parler, d'envoyer un char dépanneur qui va retirer le char, on met une nouvelle chenille, on répare le train de roulement et on repart après quelques travaux de maintenance quand même. Mais tous les chars occidentaux, aucun char ne résiste à une mine. Une mine anti-char arrête un char. Voilà. D'autres questions, Philomène, ou vous voulez intervenir aussi? Mais ma question était, puisqu'on reproche justement des livraisons, on dit qui arrivent trop tard, qui vont finir par tout arriver, mais au prix de combien de vies? Si je peux ajouter juste un mot, avant les chars, avant au sens tactique du terme, devant les chars, il faut mettre des engins de combat du génie, c'est-à-dire ces engins monstrueux, bizarres, avec des formes bizarres, des fléaux, des doseurs. Qui permettent de déminer. Ouvrent les mines. Et ça, ils en reçoivent aussi. Donc c'est pas le char qui sera le premier. Devant les chars, il y aura des engins de combat du génie. Oui, mais alors ça, ils n'en reçoivent pas tant que ça, parce que selon les derniers chiffres, ils n'avaient que 15% de leur équipement de déminage et du génie. Ils en reçoivent. Bon, alors, en tout cas, toujours est-il que moi, je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue. On reproche aux Ukrainiens d'avoir démarré trop tard leur contre-offensive. Or, pourquoi est-ce qu'ils ne démarraient pas leur contre-offensive? Parce qu'ils n'avaient pas reçu tout le matériel nécessaire. Et en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Russes, on le sait, ils ont miné la ligne de front, parfois sur 30 km. Et aujourd'hui, effectivement, on leur reproche de ne pas avancer, mais ils n'ont pas le choix, ils avancent. Alors, vous avez dit qu'ils ont reçu de l'équipage, mais on a quand même vu sur énormément de reportages des hommes qui sont en train de déminer avec des détecteurs de métaux, mètre par mètre. L'Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde. Je rappelle, je crois qu'il y a 170 000 km² qui sont contaminés par les mines. Devant, donc, le pays le plus miné, devant l'Afghanistan. On l'a vu dans les... C'est un quart de la France, ce que vous nous dites, 170 000 Non, mais c'est oui, tout à fait. Et donc, des livraisons occidentales qui arrivent trop tard et qui rendent la situation encore plus difficile pour ces hommes qui se battent depuis plus de 500 jours dans des tranchées où la situation est extrêmement difficile. On l'a vu sur cette antenne aussi hier avec un super reportage de Mélanie Huette. Ces hommes, ils sont coincés dans la forêt de Kremina et en plus du feu de l'artillerie, maintenant, ils doivent faire face aux mines. Oui, et alors, pour revenir sur ce que disait Mariana Perebenesiuk, l'an dernier, en effet, on parlait sur ce plateau d'armement. Ce qui est intéressant, Olivier Védrine, c'est qu'on ne parlait pas du tout des mêmes armes que celles que nous évoquons aujourd'hui. C'est-à-dire, on parle de F-16. À l'époque, l'aviation n'était pas un sujet. Et puis, je reviens sur ces missiles Taurus, parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement performants, qu'ils ont un rayon d'action plus important encore que les Storm Shadows ou les Scalp. On le voit mois après mois. Il y a des armes plus puissantes, plus fortes, qui sont sans doute nécessaires pour que ce conflit puisse un jour prendre fin. Oui, les armes deviennent de plus en plus puissantes, vous l'avez dit, de plus en plus performantes, parce que le conflit, on l'a compris, allait s'inscrire dans la durée et que le péril n'était pas simplement pour l'Ukraine. Donc voilà, premièrement. Par rapport à ce qu'on peut voir, je voudrais revenir un peu aux chars. Vous pouvez donner 200 chars Abrams à l'Ukraine. Si c'est pas déminé, ça ne sert à rien.
Voilà. Et 30, c'est bien inférieur. Il en faudrait... Alors là, c'est Yakovlev, mon ami Yakovlev, le général Yakovlev, qui dit qu'il en faut au minimum 200. Par rapport au changement d'armes, je vous rappelle qu'il y a un an, l'armée russe, tout le monde disait que l'armée russe était en débâcle, etc. Et cette armée russe, elle s'est renforcée parce qu'on lui a laissé le temps de renforcer, parce qu'on a mis un peu trop de temps quand même pour donner les armes. Et je ne suis pas le seul à le penser. Quand j'étais aux États-Unis en décembre, je parlais avec des amis américains. Et les Américains ont un dosage par rapport à l'aide aux Ukrainiens. Parce que les Américains veulent que l'Ukraine gagne, mais ne veulent pas d'un chaos en Russie. Et si jamais il y avait une trop grande victoire de l'Ukraine, ça pourrait déboucher sur un chaos en Russie qu'eux ne veulent pas. Donc ce dosage américain, peut-être, ce dosage occidental, il faut peut-être aussi l'expliquer comme étant quelque chose de très cynique, où on veut permettre la victoire de l'Ukraine, mais éviter un chaos de la Russie, parce qu'on veut jouer la Russie aussi par rapport à la Chine. Simple suggestion. Est-ce qu'il existe encore ce dosage qui a été souvent évoqué, où on disait effectivement les États-Unis en tête ne souhaitent pas qu'il y ait des armes qui puissent occasionner des dégâts très importants en Russie, et puis qu'il y ait une forme de cercle vicieux. Ça existe encore, ça? Jean-Luc Merchet, tiens, votre œil de spécialiste défense. Ce qu'on voit, c'est que les Occidentaux ne veulent pas que les Ukrainiens utilisent les armes qu'ils leur livrent pour frapper le territoire russe. Ça reste une ligne rouge absolue. Mais qui est fausse. En l'occurrence, ils ont aujourd'hui des armes qui peuvent très facilement frapper le territoire russe. Ils ne le font pas. Ils le font pas. Parce qu'il y a un engagement politique là derrière. Et peut-être quelques conditions techniques qu'on ignore. Parce que, vous savez, livrer des Storm Shadow, des Scalp, des Taurus et des missiles de ce type, vous avez besoin de préparer les missions pour la trajectoire. Vous avez des systèmes de préparation de missions. Je ne sais pas quelle est l'autonomie totale des Ukrainiens sur la préparation de leurs frappes. C'est des choses très compliquées. Et donc, c'est peut-être des systèmes qui se verrouillent ou qui restent sous un contrôle relatif des Occidentaux. Mais ça, c'est couvert par le secret défense, ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, techniquement, c'est possible. En tout cas, oui, il y a une réticence à attaquer le territoire russe pour une raison très simple. C'est que on ne veut pas passer pour des co-belligérants, même si les Russes nous attaquent tous les jours sur le thème « nous sommes agressés par l'Occident collectif », etc., etc. Je rappelle quand même que la Russie est une puissance nucléaire et que on n'a pas envie que les choses partent en vrille. Donc on donne tous les moyens à l'Ukraine de se défendre et de reconquérir ces territoires, pas assez vite, clairement. Et donc, les Ukrainiens ont payé le prix. Mais on l'a dit. Mais en tout cas, la ligne rouge, pour moi, elle reste quand même sur la capacité de frapper en Russie. Comment c'est perçu en Ukraine, d'ailleurs ? C'est ambivalent, bien sûr, parce que le soutien occidental est indispensable, mais est-ce qu'il y a malgré tout cet arrière-fond ? Mais c'est militairement inepte, parce que pour pouvoir gagner la guerre, elle se gagne sur la destruction de dépôts, de la logistique utilisée pour des arrière-bases. Ça ne sert à rien de déverser les soldats sur le front s'il y a toujours des bases pour les ravitailler par la suite. Donc ça n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, pareil, c'est ce concept des armes qui peuvent frapper la Russie. Dans la mesure où l'Ukraine possède une frontière avec la Russie, même un pistolet peut frapper en Russie. Toute arme peut frapper en Russie. C'est aussi simple que ça. Donc, cela Et l'Ukraine le fait, mais avec des armes ukrainiennes. Donc, cela n'a aucun sens. Par contre, là, je pense, je ne suis pas tout à fait convaincue de cette idée qu'il y a le monde entier, qu'il y a soit les États-Unis, soit le monde entier qui veut sciemment brider l'Ukraine. Parce que je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça, et on a vu ça avec la livraison des différents types d'armes. Parfois, il y a un pays qui prend un peu le leadership et qui pousse les autres, comme ce fut le cas de la Grande-Bretagne pour les Storm Shadow, qui ont été rejoints par la France par la suite, et maintenant, en espérant que ça va donner aussi lieu à la livraison des Taurus. Il y a eu un leadership des États-Unis et d'abord de la France et ensuite des États-Unis pour pousser l'Allemagne de livrer les Léopards ou d'autoriser les livraisons à l'Ukraine. Il y a eu le leadership
il y a eu le leadership britannique en termes d'aviation. Donc parfois, c'est un peu cassé par tel ou tel pays. Moi, je pense que le problème est finalement un tout petit peu plus grave et moins grave à la fois. Je pense que c'est un problème de la cohésion de sa stratégie, que tous les pays ou toutes les autorités, les responsables politiques dans tous les pays n'ont pas exactement compris qu'il faut aller au bout de ses propres démarches. Une fois qu'on décide que l'Ukraine est un pays allié et une fois qu'on dit très clairement qu'on souhaite la victoire de l'Ukraine, et je rappelle que c'est quand même l'objectif qui est réitéré par les responsables politiques dans l'Occident, eh bien, il faut faire tout ce qu'il faut. D'autre part, je pense qu'il y a aussi des problèmes, on va dire, d'appréciation. Il fut un temps où tout le monde était si impressionné par les prouesses de l'armée ukrainienne, malgré l'absence de toutes les armes nécessaires, qu'on a pu faire le calcul que comme quoi ils allaient quand même se débrouiller, même avec beaucoup de pertes, mais ils allaient peut-être pouvoir se débrouiller avec moins. Après, il y a aussi des problèmes, il me semble, dans beaucoup de pays, c'est certainement le cas en France, des budgets militaires qui ont été coupés sur des années, ce qui fait qu'on se retrouve avec moins de stocks. Il y a une question du temps long voilà. aussi, Donc, qui se gère aussi. Je pense plutôt que c'est une sorte de mosaïque de petits problèmes, peut-être un problème global, mais aussi des problèmes, des conjonctures économiques et politiques dans chaque pays. Et ce qui fait que toute cette machine un peu collective des alliés de l'Ukraine, elle peut parfois être assez inerte. Et le temps peut paraître long, évidemment, un peu à tout le monde. Juste une dernière petite information. On apprenait tout à l'heure qu'un pays inconnu avait acheté 50 chars Léopard. On parlait de ces chars Léopard de première génération à une entreprise polonaise. Pour le coup, ils vont être remis en état apparemment. Enfin, Jean-Luc Merchet ou Philomène Remy, vous allez peut-être pouvoir nous donner des précisions là-dessus. Ça semble assez étonnant que ce soit un pays inconnu, c'est-à-dire qu'il y a un accord de confidentialité qui a été signé, qui achète pour l'Ukraine une cinquantaine de chars Léopard. Jean-Dominique ? Parfois, les clients exigent de rester anonymes. Ça arrive, mais ça arrive même dans les rapports sur les exportations d'armement au Parlement français. Il y a une ligne, vendu pays non connu. On sait tous qui c'est en général. Enfin, mais comment ça peut s'expliquer ? Par exemple, le mot de Taïwan n'apparaissait jamais dans les rapports sur les exportations françaises pour ne pas fâcher qui on sait. De l'autre côté du... Alors là, c'est pas pour l'exporter vers Taïwan, c'est pour l'Ukraine. Donc on imagine que c'est plutôt... C'est des choses qui arrivent qu'un pays ne souhaite pas s'exposer. C'est souvent pour des raisons légales dans son propre pays, parce que c'est soumis à des autorisations politiques, donc ça peut se faire. Mais en l'occurrence, je croyais que c'était en Belgique que les choses... C'est en Belgique, oui, c'est une entreprise belge qui s'appelle OIP Land System. Ça peut être la France a fait une chose, ça peut être du matériel qui appartient aux ferrailleurs, parce que il y avait beaucoup après la guerre froide de matériel qui était déclassé. Non, là c'est une vraie entreprise qui vend du matériel de combat. Avec une entreprise, je crois, dans le centre de la France, qui avait récupéré des vieux canons de 105 TRF-1, c'est-à-dire ce qu'on tirait derrière un camion. Ils ont réussi à en vendre, je crois, 17 aux Ukrainiens au prix du kilo de métal, parce que ça... Et je crois que je ne suis pas sûr qu'on les ait vus en usage en Ukraine, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Là, honnêtement, on a assez peu d'informations sur cette histoire. Et on tâchera de tirer ça au clair. Tous les deux, vous tirerez ça au clair. Avec les contacts que vous avez, on veut connaître le nom du pays acheteur et savoir quand ces 50 léopards supplémentaires pourront être... Si, le nom du directeur, je crois qu'on le connaît. Du directeur de la société, oui. Le directeur de la société belge, si c'est ça. Belge, absolument. Monsieur Verslois. Mais c'est une société qui revend du matériel comme ça. Mais c'est une activité légale, hein. C'est une activité tout à fait légale qui est quand même soumise à des autorisations politiques. Oui, c'est simplement l'anonymat du pays acheteur qui nous a tous surpris. On tâchera effectivement En tout cas, c'est ce qu'on trouvait si on faisait une petite recherche sur des stocks d'armes dans la presse belge. La presse belge avait donné son nom